John Ford est un réalisateur qui a vraiment accompagné toute l'histoire du cinéma. Il a commencé en 1917 et donc une longue carrière dans le cinéma muet. Il y a un très grand nombre d'ailleurs de ces films qui ont été perdus, puisqu'à l'époque on ne se préoccupait pas véritablement de la conservation des négatifs. Et il a bien entendu accompagné l'arrivée du parlant, et il est connu pour un très grand nombre de films, et majoritairement de westerns. Là, on est en 1962, donc il est proche de la fin de sa carrière, qui s'est arrêtée en 1966, et il n'est plus exactement dans son âge d'or. Il a une carrière qui a un petit peu décliné, et il tâtonne sur différents projets, et il va acheter les droits d'une nouvelle de Dorothy Johnson, qui est parue en 1949 et qui s'appelle L'homme qui tua Liberty Valance. Il achète les droits pour 7 500 $ et il va travailler avec les scénaristes qu'il avait déjà engagé pour l'un de ses précédents films qui s'appelle Le Sergent Noir, avec Woody Strode qui joue Pompey dans ce film, et donc à charge pour eux de développer et de faire vraiment une expansion de cette nouvelle-là pour pouvoir aboutir à un long métrage. Donc ils vont ajouter un certain nombre de rôles, notamment de second rôle. C'est le cas du personnage de Pompey notamment, celui de Peabody aussi. Donc la thématique de la presse va prendre une certaine ampleur, et toutes les questions politiques vont aussi être largement développées. Pour ce qui est du casting, il va écrire à John Wayne, avec lequel il travaille depuis fort longtemps, puisqu'il va s'agir du 21e film qu'ils feront ensemble, en lui proposant donc le rôle et en ajoutant à cette proposition une petite lettre qui fait l'éloge de son travail, ce qui est très rare de la part de John Ford, qui est assez avare en compliments et qui a véritablement envie de retravailler avec lui, et qui aussi sait que le fait d'associer John Ford à son projet va le rendre plus facilement finançable. Il fait aussi appel donc à James Stewart, qui est aussi un acteur très connu à l'époque, et c'est la première fois qu'ils vont jouer ensemble à l'écran. C'est la seule fois qu'ils seront réellement dans un duo co-star. Ils joueront dans un autre film, mais ce sera un film vraiment choral avec une multitude d'acteurs, et ça, ce sera vraiment l'unique film où ils sont les têtes d'affiche. Pour vous donner un aperçu à peu près de la notoriété de chaque acteur, John Wayne est payé 750 000 $ sur ce film et 300 000 pour James Stewart, ce qui en dit long quand même sur le fait que John Wayne est la référence absolue. John Wayne, qui d'ailleurs se plaindra un petit peu de son rôle et qui expliquera qu'il a eu le sentiment d'avoir traversé tout le film sans avoir rien à faire, tandis que James Stewart avait beaucoup plus de texte et un rôle plus évolutif et plus important. Et c'est d'ailleurs l'un des thèmes du film. Pour ce qui est du reste du casting, pour Liberty Valance, on va donc engager Lee Marvin, qui jusqu'alors était cantonné à des seconds rôles et qui va vraiment voir sa carrière décoller grâce à ce film. Et pour le reste, on a ce qu'on appelle de manière un peu officieuse la John Ford Stock Company, c'est-à-dire une espèce de vivier d'acteurs avec lesquels John Ford travaille depuis des décennies et qu'on va vraiment retrouver de film en film dans des rôles parfois très secondaires. C'est le cas du barman par exemple, et qui tourne pour jouer les différents personnages qui composent vraiment la troupe assez familière de l'univers de John Ford. Le tournage est un tournage qui va être assez représentatif de ce que peut être le travail habituel de John Ford, à une exception près, c'est que 2 semaines avant le premier coup de manivelle, John Ford décide subitement de tourner le film en noir et blanc, ce qui n'était pas initialement prévu. On s'est posé un certain nombre de questions sur les raisons pour lesquelles il l'avait fait. Ce qui est sûr, c'est que c'est dans son contrat et qu'il a le droit de le faire, et qu'il est fort probable qu'il ait attendu le plus tard possible pour qu'on ne puisse pas reculer parce que la pré-production a été mise en route, parce que ça aurait peut-être éventuellement pu rendre un peu frileux la Paramount s'il disait qu'il avait envie en 62 de tourner un film en noir et blanc. On s'est demandé si c'était aussi pour une raison concernant le maquillage, puisque c'est plus facile de grimer et de modifier à peu près l'âge des comédiens quand on est en noir et blanc que quand on est en couleur. C'est vrai qu'on a un certain défi, puisque les deux acteurs ont respectivement, pour Wayne, 54 et 53 ans, alors que dans le flashback, alors ça n'est pas dit dans le film, mais dans la nouvelle, il est censé se remémorer quand il sort de la fac de droit, donc il est censé avoir à peu près 25 ans, ce qui évidemment n'est pas extraordinairement crédible. Toujours est-il qu'il va donc tourner ce film en noir et blanc et le faire avec ses méthodes habituelles de travail qui sont celles vraiment d'un artisan hollywoodien. C'est quelqu'un qui a grandi avec l'usine à rêve et qui est professionnel jusqu'au bout des ongles. C'est assez intéressant d'entendre John Ford justement parler à l'époque, on est dans le début des années 60, de cette nouvelle génération qui ne comprend pas, qui sont capables de tourner pendant des semaines entières et puis ensuite de créer leur film dans la salle de montage. Lui, il sait exactement où il va et il a l'habitude, si c'est possible, de tourner en une seule prise. Ce qui suppose de ces équipes une très grande disponibilité et de donner le meilleur d'eux-mêmes de la façon la plus immédiate possible.
Ce qu'aime aussi d'ailleurs beaucoup John Ford, c'est lorsque il y a la matière, saisir aussi un petit peu les accidents, ce qui peut se passer devant la caméra et qui pourra donner une authenticité. Il y a quelques scènes, notamment la scène où le shérif se brûle sur la lampe qui tombe, qui est une scène qui n'était pas écrite et dont il a aimé justement le caractère un petit peu improvisé et authentique et qu'il a gardé. Et c'est des choses qu'il affectionne beaucoup. Il n'en demeure pas moins que l'ambiance est assez tendue parce que les années passant, John Ford est devenu un véritable tyran. C'est quelqu'un qui est un chef d'équipe et qui dicte la cadence et qui a un certain plaisir à expliquer que c'est lui le chef, et notamment en martyrisant ses comédiens. Et plus particulièrement John Wayne. John Wayne est vraiment une sorte de punching ball pour John Ford, qui adore le provoquer, et notamment lorsque il va aller le chercher sur un terrain qui va être particulièrement sensible pour John Wayne, c'est-à-dire qu'il va comparer toute son aura de grande figure héroïque américaine à la réalité, à savoir que, là on est dans les années 60, mais John Wayne est le seul de l'équipe à ne pas être un vétéran et à ne pas avoir combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il va passer son temps à lui faire remarquer. Tous les autres ont fait leur devoir. Et il va notamment aussi beaucoup le comparer à Woody Strode, donc l'acteur, c'était le rôle principal dans Sergent Noir précédemment. Et Woody Strode est un très grand athlète. Et là aussi, il ne cesse de provoquer John Wayne sur le fait que voilà, on a quelqu'un qui a accompli de réels exploits et pas des choses truquées devant la caméra. Au point que ça va quasiment en venir aux mains. Il y a une scène, donc, lorsqu'il y a l'incendie du ranch, et il y a un moment où Woody Strode veut aider John Wayne parce que les chevaux font certaines ruades, et il le repousse violemment. Évidemment, ça n'a pas été gardé, mais il y a des moments où l'ambiance est devenue extrêmement tendue. James Stewart échappe un peu à ça la plupart du temps, même s'il aura droit à son grand moment d'humiliation un jour où il fait une remarque un petit peu maladroite et où John Ford va convoquer toute l'équipe pour lui faire répéter ce qu'il a dit et vraiment lui offrir sa grande séquence d'humiliation. Donc, tournage tendu, mais tournage efficace, puisqu'il va terminer en avance et va faire économiser 85 000 $ sur le budget prévu, et il va donc sortir dans les temps. Il sort en 62. Alors, c'est pas un film qui est particulièrement accompagné par la Paramount, qui ne croit pas tellement dans le projet, et puis la critique sera relativement mitigée à sa sortie. C'est assez intéressant de remarquer d'ailleurs qu'un critique américain, a posteriori, en parlant de la carrière de John Ford, parce que ce film est vraiment très clairement reconnu comme étant un de ses majeurs, dit que si ce film était sorti une décennie plus tard, dans les années 70, il aurait été perçu différemment, parce qu'à ce moment-là, la critique américaine, notamment, a subi l'influence de cette fameuse politique des auteurs, dont je vous parle assez régulièrement, qui a été forgée par les cahiers du cinéma durant les années 50. Et cette façon de regarder l'œuvre d'une manière générale et de considérer qu'un opus dans la carrière d'un cinéaste est un des éléments d'un plus vaste édifice qui fait partie d'une œuvre générale, eh bien évidemment ça prend tout son sens pour ce film-là. Le public, ceci dit, est au rendez-vous et c'est un véritable succès. Le film rentre totalement dans ses frais. Et après la carrière de Ford, qui va s'achever en 66, donc 4 ans plus tard, et après sa mort, c'est un film qu'on reverra beaucoup et qui sera beaucoup étudié par ceux qui deviennent les spécialistes de John Ford. Donc le premier élément qu'il faut évoquer pour essayer de comprendre un petit peu toutes les problématiques et tous les enjeux liés à ce film, c'est la question du western. John Ford est un réalisateur qui est étroitement associé au western. Il y a une phrase très célèbre qu'on connaît de lui, qu'il a dite en amorce d'un discours devant la guilde des réalisateurs au moment de l'affaire du McCarthyisme et de la demande de publication de liste noire à Hollywood. Il intervient et il va vraiment faire autorité par un discours qui évidemment refusera de donner ses noms. Et il se présente en disant « I am John Ford, I make westerns ». Donc voilà ce à quoi il résume, si vous voulez, toute son œuvre. Effectivement, il a fait très nombreux westerns, 43 pour être précis dans le cinéma muet. Alors à l'époque, on n'est pas forcément sur des longs métrages et on ne les a pas tous gardés. Mais j'attire votre attention sur 2 westerns muets de John Ford qui sont vraiment superbes. Vous avez Le Cheval de Fer en 1924 et surtout en 1926, Trois sublimes canailles, qui est vraiment un blockbuster de l'époque, très grand film, très ambitieux, et dans lequel on va déjà trouver dans sa période du muet tout ce regard, tout cet humanisme, ce mélange des genres de comédie, et aussi quelque chose d'assez épique pour le coup de ce western. Ensuite, il a fait 14 westerns,
donc qui sont vraiment étroitement liés, et il a atteint véritablement un âge d'or dans les années 50 et il est reconnu pour ça, souvent évidemment en association avec John Wayne, avec lequel il travaillera donc 22 fois au total. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ce western, qu'est L'homme qui tua Liberty Valance, c'est un western qui va être très modeste par rapport à tout ce qu'il a déjà pu faire. Premier plan, évidemment, c'est la question de la couleur. On connaît la couleur chez John Ford depuis très longtemps. Il a commencé en 1939 avec Sur la piste des Mohawks, c'est son premier film en couleur, et il est revenu entre-temps au noir et blanc, mais depuis 1950, il n'avait plus quitté la couleur. Donc c'est vraiment un choix qui est important. Et il faut voir ce film comme un film somme, et comme un film d'une certaine manière un peu testamentaire, dans lequel il va faire un retour en arrière, exactement comme le film est une structure en flashback, et il va se pencher sur le questionnement qu'il peut avoir par rapport au genre. Donc ce western-là va être à rebours de l'ambition et de l'ampleur qu'avaient pu atteindre un certain nombre de ces grands westerns en Technicolor. Et aussi, on sait qu'on associe beaucoup John Ford à Monument Valley, ce fameux décor, généralement justement en couleur et dans de vastes espaces. Ici, c'est un western qui est beaucoup plus modeste du point de vue des espaces. On a une scène à peu près à l'extérieur. Le reste, c'est un film de studio. Un film de studio qui est totalement assumé comme tel. Vous avez des séquences où on voit clairement cette ville qui a vraiment toutes les façades telles qu'on peut les voir dans les studios hollywoodiens, ou alors ces scènes d'extérieur, le premier flashback, quand on a l'attaque de la diligence, on a vraiment cette forêt et ces éclairages qui sont typiquement ceux de la nature artificielle des studios. Et c'est quelque chose qu'affectionne Ford et qu'il a envie de réexplorer. D'ailleurs, un autre élément, une référence assez claire, c'est que la diligence poussiéreuse, lorsqu'il l'enlève, elle a le même nom. C'est donc la fameuse diligence de son flashback, mais c'est aussi le même nom que la diligence de La Chevauchée Fantastique en 1939, qui est le premier grand rôle de John Wayne. Donc il y a vraiment tout un symbole qui est très important et qui est une sorte de clin d'œil à sa propre carrière et qui a vraiment propulsé John Wayne sur le devant de la scène et qui est l'un des grands westerns aussi de John Ford. Tous ces choix esthétiques vont mener à une série de malentendus aussi dans la réception du film. C'est-à-dire que quand ce film sort, et c'est ce que je vous disais un petit peu sur la manière dont la Paramount le regardait, on fait des interprétations sur ces choix comme étant un signe d'un moment de déclin très net du cinéma de John Ford. On pense que le noir et blanc a été fait pour des raisons budgétaires, on pense qu'il a tourné en studio parce qu'on est face à un vieil homme qui n'a pas envie de s'embêter à retourner dans les extérieurs, et qu'il va ressasser toujours les mêmes thèmes, etc. En réalité, John Ford est dans une lancée et il va poursuivre des thématiques, une esthétique et une façon d'écrire ses films qui est déjà en germe depuis un certain moment. John Ford est connu pour une anecdote qui est assez célèbre où un producteur vient le voir et lui dit « on a 3 jours de retard sur le tournage ». Et John Ford prend le script, il arrache 3 pages et il dit « c'est bon, maintenant on est dans les temps ». En fait, il fait assez régulièrement ça, c'est-à-dire qu'il a une tendance à éliminer des dialogues pendant le tournage en disant « ok, ça on n'a pas besoin » et il élague, il ne cesse d'élaguer. Ce qui fait que d'ailleurs dans ce film-là, il y a certains éléments qui ne sont pas véritablement expliqués, c'est-à-dire qu'il y a des éléments pour lesquels on ne va pas aller trop loin dans les explications. On peut se poser la question pendant un moment, par exemple, est-ce que les Eriksen sont les parents d'Ali ? Certains indices laissent à penser que non, elle les appelle par leur prénom, quand elle l'enlace, il y a un moment d'hésitation, mais c'est des choses sur lesquelles on ne va pas s'attarder. On dit très peu de choses sur le métier de Tom Donefon, parce qu'à un moment il va vendre des chevaux, mais c'est extrêmement vague. De la même manière, on a ce personnage de Liberty Valance qui n'a pas véritablement de mobile, et qui, là aussi, atteste d'une évolution dans le regard de la figure du mal dans le western, et un pessimisme croissant, puisque ce personnage-là et ses 2 comparses ont l'air vraiment de se repaître et d'avoir une véritable jubilation dans la violence, une violence qui peut être vraiment gratuite, et un véritable sadisme, si vous voulez. Et cet élément-là montre aussi une évolution. On est dans l'avant-dernier western dans la carrière de Ford. Son tout dernier film ne sera pas un western, mais le dernier en question, ce sera Les Cheyennes en 1964, qui témoigne d'une véritable évolution dans son regard sur le western, puisque ce sera un western pro-indien qui montre là aussi la manière dont Ford va évoluer et progresser dans son regard sur toute cette mythologie de l'Ouest. Dernier élément concernant cette question de l'histoire même du genre qu'est le western, ce sont les 2 acteurs qui jouent les comparses de Lee Marvin, donc Liberty Valance. Vous avez Lee Van Cleef qui, 3 ans plus tard, va jouer pour Sergio Leone dans Et pour quelques dollars de plus, et en 1966
dans Le Bon, la Brute et le Truand. Et vous avez l'autre, qui est Strother Martin, qui lui sera chez Peckinpah dans La Horde sauvage en 1969. À savoir vraiment les deux nouveaux mouvements qui vont complètement relire et moderniser le western. D'un côté, chez Leone, le western opératique, baroque, flamboyant, et chez Peckinpah, l'ultra-violence et le cynisme et une immense noirceur. Donc là aussi, on voit comment le genre arrive à une phase qui va être de transition et qui montre très clairement que Ford va passer le relais à d'autres après lui. C'est d'ailleurs un des sujets du film, cette idée du progrès et cette idée d'une société qui est sur le point d'évoluer. On a un film dont le récit, c'est assez intéressant quand on le constate, le présent du récit, avant tout ce gigantesque flashback qui sera la majorité de la narration du film, nous révèle à peu près tout de l'histoire. Nous voyons que Stoddard est avec Ali, elle a fini par partir avec lui, alors que quand le récit commence, on comprend bien que c'est pas du tout ce qui est engagé. Il est devenu sénateur, donc il a un parcours qui est celui d'un grand succès. Nous apprenons directement la mort de Tom et nous apprenons, de par le titre lui-même, que le méchant, Liberty Valance, est condamné à mourir au moins à la fin du film. Donc, à part évidemment cette polysémie très intéressante du titre, l'homme, the man who shot Liberty Valance, il y aura ce jeu de malentendus qui supposera qu'on ait quand même une découverte à faire. Il n'en demeure pas moins que tout est établi et que tout le succès dans l'entreprise de Stoddard est déjà mis en place. Et qu'avec lui, on vous montre que ces succès-là vont être aussi une série de concessions et de sacrifices. Parce que l'avènement de cet homme qui arrive de l'Est et qui va civiliser l'Ouest, c'est aussi la mort d'un certain âge de l'Ouest. Et on le voit à travers une série d'évolutions. Vous avez les évolutions technologiques, on passe de la diligence par exemple au train. Ce train qui, lorsqu'il arrive, crée une ombre assez intéressante. Vous avez dans le premier plan un panache très noir sur lequel on insiste beaucoup. D'ailleurs, la fumée est un motif assez récurrent dans le film, elle arrive à des moments très importants. Et vous avez la manière dont il crée une ombre aussi sur le personnage qui attend en gare, et on insiste sur cette présence-là. Et de la même façon, la manière dont le personnage arrive et va civiliser, il va créer une nouvelle ère qui va supposer qu'un certain nombre de personnages s'effacent face à lui. Et toute cette imagerie, c'est celle de l'homme qui arrive et qui propose la loi, qui propose l'ordre, et qui va susciter à sa suite un immense enthousiasme, parce qu'on voit dans toute cette première partie du récit une véritable euphorie dans la fondation d'une école et dans l'idée d'aller instruire et d'aller mettre en place un nouveau modèle. Et c'est là qu'on a un thème très important du cinéma de John Ford, qui est celui de la communauté. Dans un très grand nombre des films de John Ford, principalement ses westerns, mais c'est aussi valable dans d'autres très beaux films qu'il a fait qui ne sont pas des westerns et que j'espère vous passer un jour, comme par exemple Quelle était verte ma vallée ou l'adaptation de Steinbeck, Les raisins de la colère. Vous avez des scènes très importantes, et majoritairement dans les westerns, de la fondation de la civilisation, et souvent des scènes collectives, des scènes de mariage. Vous pouvez avoir des scènes de bal, d'autres scènes où on voit la fondation d'une église, le moment où on va ériger le drapeau américain. Ce sont des moments qui sont fondateurs. On n'a pas des scènes aussi solennelles dans Liberty Valance, mais on travaille la même question. C'est-à-dire que le moment où Stoddard est en train de faire cours à la communauté, c'est intéressant de se rendre compte qu'il fait cours à tous ceux qui n'ont pas le droit de vote, à savoir les étrangers, vous avez les Suédois, vous avez les Mexicains, vous avez le noir, et vous avez aussi les femmes, bien sûr. Avec cette fonction très intéressante où il est celui qui a le rôle traditionnellement dévolu à l'institutrice. Il y a tout un jeu avec cette imagerie, puisque là aussi, Ford s'amuse beaucoup des décalages. Il est comparé à une serveuse, il a son tablier, puis il est l'institutrice aussi. Et on voit bien comment Ali est en train progressivement de prendre le relais, c'est elle qui agite la cloche. Donc on va travailler toutes ces questions-là. Et ces personnages-là vont avoir un rôle déterminant dans la manière de faire vivre cette communauté. La femme, Ali, c'est un rôle majeur, et si vous regardez la manière dont le récit se construit, Ali est toujours associée aux décisions les plus importantes. C'est elle qui dit à Stoddard de rester. C'est elle qui revient le chercher pour qu'il lui apprenne à lire et qui va fédérer à sa suite tout un groupe. C'est elle qui va appeler Tom à la rescousse lorsqu'elle apprend qu'il y aura un duel avec Liberty Valance. Et elle a à ce point un rôle majeur que lorsque, au début, avant le flashback, Stoddard décide
de dire la vérité, il se tourne vers elle et elle hoche la tête pour lui donner l'accord pour qu'il puisse raconter l'histoire. Donc elle a vraiment un rôle absolument fondamental. Il en va de même pour le personnage de Pompée. C'est celui qui est certes très clairement le domestique de Tom, il accomplit un certain nombre de tâches, mais si vous regardez, c'est un personnage qui est systématiquement hors champ et qui fait irruption et qui arrive. À plusieurs reprises, on fait comprendre qu'il est là en renfort derrière avec son arme, et ce sera aussi le cas dans la scène finale, celle qu'on finit par révéler. Il est celui qui va donner le fusil et qui le récupère une fois que l'action est faite. Donc c'est quelqu'un qui est là par sa loyauté, mais ce qui n'empêche pas aussi John Ford d'avoir un discours assez fort concernant son statut. C'est celui à qui on va accorder de pouvoir boire dans le bar alors que théoriquement ça lui est interdit, mais c'est celui qui, dans l'action officielle, le jour de l'élection, il est assis devant parce qu'il n'a pas le droit de rentrer et il n'est pas un citoyen. Scène d'ailleurs majeure où on le voit réciter la fameuse déclaration d'indépendance et comme par hasard, il a oublié la dernière partie, celle où tous les hommes sont égaux, et Stoddard de dire oui, les gens oublient souvent. C'est un moment très fort, d'autant que la caméra à ce moment-là se déplace lorsqu'il se lève, et vous avez le portrait de Lincoln qui est derrière, et qui bien entendu a aussi une présence symbolique très forte, puisqu'il est à l'origine de l'abolition de l'esclavage, et donc il y a quelque chose là aussi, idéologiquement, qui est vraiment très puissant dans ce qui a pu être dit. Donc, cette façon aussi de créer des personnages secondaires, on va la retrouver dans des personnages encore plus éloignés, mais qui forgent là aussi un vivier qu'on a tout le temps chez John Ford. Vous avez principalement les ivrognes, donc Peabody, qui était d'ailleurs un acteur, Jane O'Brien, qui venait du Mercury Theatre, la fameuse troupe qui jouait du Shakespeare, dirigée par Orson Welles, avant qu'il ne mette en place donc Citizen Kane en 1941. Il travaillait avec cette troupe-là. Et on sent vraiment l'acteur shakespearien. D'ailleurs, il y a toute une scène qui est clairement un pastiche de Shakespeare, quand il tient sa fiole d'alcool et qui dit « telle est la question ». On joue vraiment avec ça. Vous avez aussi le Marshall, qui est un lâche de première et qui est extrêmement comique, qui passe son temps à manger et à s'enfuir dès qu'il y a un danger qui se présente. Donc ces éléments comiques vont permettre aussi d'ajouter toute cette vie à la communauté et former une sorte de comédie humaine. Si vous regardez la manière dont Ford filme les espaces, on a vraiment cette idée de vous donner à voir l'histoire, mais toujours dans un espace restreint, qui est celui des coulisses. Il y a plusieurs lieux comme ça qui se déclinent. Dès le départ, vous avez la morgue et vous avez un endroit poussiéreux dans lequel il y a cette diligence où on va s'installer et où on va raconter. Puis ensuite, vous allez avoir une série d'espaces où à chaque fois, il y aura un espace double. Derrière le journal, on va installer la salle de classe et le cabinet d'avocat. Vous allez avoir aussi l'arrière-cuisine, qui est un lieu très important où beaucoup de choses se disent et où se met en place ce triangle amoureux. Et vous aurez évidemment dans la scène finale le lieu officiel de l'élection. Et derrière, ce petit bureau, vous voyez vraiment Donifon qui va fermer les portes et qui va extraire Stoddard pour lui raconter la vérité. Donc on a vraiment toujours cette idée d'aller dans un espace restreint, plus intime, resserré, dans lequel on va vous donner accès à des éléments intimes, secrets et émotionnels. Et c'est là qu'on va voir aussi la manière dont John Ford filme. Parce que c'est pas évident de faire une analyse esthétique du travail de John Ford. John Ford appartient justement à cette génération dont je vous ai déjà parlé, de cinéastes qui sont dans un principe qui est celui de l'efficacité narrative. S'il y a un mouvement de caméra, généralement, c'est pour suivre l'action. Et la mise en scène n'est jamais ostentatoire. Je vous parlais il y a quelques minutes de Citizen Kane, on en a parlé, où justement, là, il y avait véritablement des recherches esthétiques qui étaient visibles et où l'esthétique avait un rôle premier. Ici, c'est absolument pas la même idée. Au contraire, tout est au service des acteurs et de la narration. Mais à quelques occurrences, vous allez avoir des travelling qui vont aller chercher les visages. Et comme ce sont des moments assez rares, ce sont des moments qui vont être très forts et qui vont être puissants en émotion. On va souvent aller chercher le visage d'Ali, par exemple, et montrer que quelque chose se joue en matière d'émotion. Et ça, c'est aussi une spécificité du travail de Ford. Par la rareté de ces mouvements-là, eh bien, il va créer un élément qui sera tout à fait remarquable. Bien entendu, si on parle de l'émotion, il faut qu'on évoque le personnage de Tom Doniphan et la manière dont il va s'intégrer dans cette histoire. Il faut évidemment l'opposer au personnage de Stoddard. Stoddard, c'est l'homme qui arrive de l'Est et qui est joué par James Stewart, sur lequel on a souvent évoqué la question d'un overplay, un surjeu.
C'est quelqu'un qui joue beaucoup, qui a souvent une voix un peu aiguë et qui a tendance à être un personnage avec plein de convictions et qui va brasser beaucoup de choses. Et c'est le personnage qu'il joue régulièrement chez Capra, un idéaliste qui va se confronter à la réalité. À l'opposé, John Wayne, c'est l'underplay. C'est celui qui est dans un sous-jeu et qui d'ailleurs disait de lui « An actor, I'm a reactor ». Voilà, je réagis, je joue avec ceux que j'ai en face de moi. Et cette force tranquille, c'est évidemment tout ce qui va faire son personnage. Et c'est un personnage qui est très intéressant parce que, et c'est la raison pour laquelle il s'en plaignait aussi, mais Ford avait particulièrement compris que seul lui pouvait jouer cette puissance-là. Il est un personnage qui est absolument indispensable à l'existence de Stoddart. Il le sauve littéralement, on ne le voit pas, mais il va le chercher alors qu'il est en train de mourir dans la forêt, et il va le seconder, et il va faire irruption partout. De la même façon que Pompey fait irruption pour Tom Doniphan fait irruption pour Stoddart, qui ne pourrait pas exister sans lui. Il ne pourrait pas s'en sortir. Et donc, il est vraiment ce personnage en relais permanent, et ce qui est très intéressant, et c'est ce que lui dit au départ Stoddart, c'est qu'il est exactement comme Liberty Balance dans ses conceptions. Pour lui, seule la force est capable de régler les problèmes. Et c'est le grand enjeu du film que de montrer la prise de conscience progressive de Tom Doniphan qu'il va devoir prendre un parti, à savoir débarrasser la communauté de Liberty Valance, mais qu'en débarrassant cette communauté, il va la faire rentrer dans une nouvelle ère, qui est introduite évidemment par le personnage de Stoddart, mais une nouvelle ère dans laquelle il n'a pas sa place. On a de très nombreuses scènes, vous les avez peut-être remarquées, où là, pour le coup, on a un vrai travail esthétique assez proche de l'expressionnisme, mais c'est très bref, où Doniphan est dans l'obscurité. On le voit quitter le restaurant où Ali reste dans l'embrasure de la porte. On le voit évidemment dans la rue aussi, dans l'obscurité, en train de s'allumer une cigarette. Et à chaque fois, c'est le personnage de l'ombre. Et il va faire une série de sacrifices pour permettre à Stoddart d'aller dans la lumière et d'amener la civilisation jusqu'à Shinbone, d'une certaine façon. Il va sacrifier évidemment son amour, puisqu'il voit bien qu'Ali a fait son choix. Entre le cactus en fleurs et apprendre à lire, elle a décidé, et lui a bien compris qu'il ne ferait pas le poids. Mais il va aussi sacrifier sa gloire, puisqu'il va taire son fait d'armes, à savoir d'avoir tué le personnage de Liberty Valance. Et plus important encore, et là c'est très important aussi dans l'évolution du western, il va sacrifier le code du western. Parce que comment a-t-il tué Liberty Valance? Par surprise, et d'une certaine façon, sans du tout respecter le traditionnel face-à-face. On l'a eu le face-à-face à propos du steak, une espèce de parodie un petit peu assez intéressante de ce qu'est un duel, mais on a très clairement notre champ contre champ et on a Liberty Valance contre Tom Doniphan. Là, tout est parfait et on a l'esthétique habituelle. Sauf que il y a un renversement, c'est-à-dire que Doniphan est venu s'interposer pour que Liberty Valance ait quelqu'un à sa hauteur, et on voit qu'effectivement Liberty Valance a peur de Doniphan, très clairement, mais ce duel va être annulé par Doniphan, qui va ramasser le fameux steak et qui vient donc une fois encore renouveler. Donc on a vraiment cette lutte entre la civilisation et l'ordre ancien, qui serait celui de on parle avec les balles, si vous voulez. Et dans la dernière scène, nous avons le face-à-face totalement inéquitable entre Stoddart et Valance, et lui va arriver dans une perpendiculaire. Et il va effectivement l'abattre, très clairement, et là aussi rompre avec sa façon de voir ce qu'était l'Ouest, à savoir un duel, mais un duel officiel. Et le dernier point avec Doniphan, c'est qu'il va aussi faire preuve d'un altruisme absolu, puisqu'il va aller très clairement laver la conscience de Stoddart en lui disant qu'il n'est pas l'homme qui a tué Liberty Valance. Donc non seulement il va être le héros qui devient la légende, mais en plus il va lui laver sa conscience en lui disant « tu n'es pas un meurtrier, tu as les mains propres et tu peux y aller ». Ce qui donne un point de départ très ambivalent en réalité à la carrière de Stoddart. Donc, résultat des courses, il est celui qui va quitter le champ. Après avoir justement emmené le personnage dans ce vestibule pour lui expliquer la vérité, l'homme Stoddart va vers la gloire, on ouvre les portes vers la convention collective, et lui fait le chemin inverse, et s'en va. Vous remarquerez d'ailleurs l'évolution de l'apparence du personnage, qui au début est très joli, boire en dimanché, c'est samedi soir, j'amène ma petite fleur, etc. Et à la fin est complètement déguenillé, dans un état où on a l'air d'annoncer déjà totalement son déclin.
Et cette sortie, elle peut faire référence à une sortie aussi très célèbre de John Wayne, qui est celle de La prisonnière du désert, vue ici il y a quelques années, où, vous vous rappelez, il avait ramené la fille dans le foyer familial, mais un foyer familial auquel il n'appartient pas, et on le voyait quitter, à travers le chambranle de la porte, cette figure du lonesome cowboy, et on a une espèce de relecture aussi de cette image-là. Il convient d'ajouter que la disparition de Tom correspond aussi à un acte très symbolique, qui est celui où il incendie sa maison. Parce que parmi tous les seconds espaces dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi celui-ci, qui est l'annexe qu'il construit en vue de fonder une famille avec Ali, et un élément qui normalement devrait viser à l'intégrer dans la société, et le fait d'y mettre le feu va évidemment annihiler tous les projets qu'il avait pu avoir. Et au début du film, d'ailleurs, il ne reste devant ces cactus en fleurs que cette charpente en cendres qui témoigne de ce projet qu'il avait pu avoir. La politique, c'est l'autre thème évidemment important de ce film. Une politique qui va, d'une certaine manière, vous montrer un récit initiatique et un parcours comme l'Amérique en aime beaucoup. Une success story où on a ce jeune homme qui est un grand idéaliste, qui au départ fait tout pour sauver la veuve, puis va enseigner à une petite communauté et va se retrouver à l'échelle de la ville, puis de l'État et de la nation tout entière, avec la perspective éventuellement de devenir vice-président. Mais c'est une trajectoire qui a été vraiment rajoutée pour le film. L'autrice disait d'ailleurs, ils ont rajouté tout ce fatras politique qui n'était pas dans ma nouvelle. Et ce que ça dit de la politique est aussi très intéressant. John Ford a intégré toute cette thématique sur les conflits entre les petits fermiers et les grands propriétaires pour montrer aussi que dès le départ, quand cette civilisation arrive, elle fait place à une autre forme de violence qui sera celle du capitalisme. Et certes, on établit quelque chose qui est de l'ordre du droit, mais il va falloir vraiment aussi mettre en place des règles et on va demander à l'État de réguler une espèce de capitalisme galopant qui peut dévorer les plus faibles. Donc il y a vraiment quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'inquiétude. Et ce qu'on montre aussi de cette comédie qu'est la politique est assez clair. Déjà, vous avez ce fameux storytelling, l'homme qui tue à Liberty Valance, et puis vous avez aussi toute cette façon dont on utilise tout le folklore avec le lasso, le cheval qui rentre sur la scène, etc. Ça devient quelque chose de totalement grotesque, et qui montre aussi, là d'ailleurs, qu'on est en train de considérer que l'Ouest est devenu un patrimoine, est devenu une espèce d'image qu'on va vendre dans une sorte de folklore, et qu'on n'est plus du tout dans une réalité par rapport à ça, ce qui montre aussi la mort d'une certaine période, si vous voulez. Et cette image politique va arriver donc à quelque chose qui est à la fois un succès, mais qui va se teinter d'une forme d'ambivalence. Et pour terminer, j'aimerais justement reprendre cette fameuse phrase, qui est la phrase la plus connue, sur le fait d'imprimer la légende, quand la réalité finalement est en deçà. La question de l'impression, c'est la question du texte. Et la question de l'écriture traverse tout le film. Le personnage de Stoddard, c'est l'incarnation même du livre. Il arrive dès le départ et il va brandir ce livre dans un nombre incalculable de plans en faisant le maître mot de la civilisation. C'est dit de manière très explicite. C'est des choses qui ne convainquent pas tout le monde, qui vont soit provoquer une forme de sarcasme, c'est le cas de Donifon au départ, mais on voit bien l'idée que la loi a la capacité à être un texte unique et universel qui va parler pour tous. Et c'est évidemment son rôle à lui de fédérateur que de mettre à disposition ce livre et d'apprendre aux gens à lire. Ça va, bien entendu, générer des réactions violentes. Et le personnage de Liberty Valance est surtout là pour déchirer, pour jeter les livres et pour montrer évidemment la résistance de l'ordre ancien et obscurantiste d'une certaine manière, qui préférait évidemment substituer à un texte dans lequel tout le monde pourrait se retrouver la loi du plus fort et le langage des balles. Violence qu'on retrouvera aussi lors de la scène du lynchage de Peabody, puisque l'autre grande écriture, c'est celle du journal. Il y a ce quatrième pouvoir qui là aussi va prendre fait et cause pour les opprimés. Peabody le dit, je ne suis pas un politicien, je suis un journaliste, mais il est conscient d'avoir un vrai rôle à jouer dans la société par rapport à ce qu'il imprime et ce qu'il écrit. Et ça, c'est aussi quelque chose qui montre une évolution assez nette. Et donc cette écriture va être un instrument de civilisation, mais aussi un instrument aussi de mensonge, puisqu'on va imprimer la légende, et aussi de manipulation, avec ce petit gag de ce personnage qui est le partisan des grands propriétaires, qui fait semblant de chiffonner un discours pour parler avec le cœur, alors qu'évidemment, il n'y a rien d'écrit sur sa feuille. Donc on est dans une rhétorique qui peut aussi être celle des gens lettrés et qui ont lu des livres.
Dernier point, ça va être évidemment la question de la légende. Il y a beaucoup d'ambiguïté sur ce point. Il faut par contre préciser le rapport de John Ford à l'ambiguïté et à l'analyse de ses films. John Ford, je vous l'ai déjà expliqué, c'est un certain personnage sur le tournage. Il était encore plus lorsqu'il s'agissait de répondre à des interviews ou d'écouter des gens analyser son œuvre et leur demander son avis sur la question. John Ford était sourd d'une oreille et lorsque les questions l'importunaient, ce qui arrivait très souvent, il tendait son oreille sourde et il demandait aux journalistes de répéter leurs questions jusqu'à ce qu'ils abandonnent et ils passent à une autre question. C'était quelqu'un qui était extrêmement direct et qui détestait ces petits jeunes qui arrivaient à partir des années 60 et qui commençaient à lui proposer des analyses fumeuses de son œuvre, comme je suis en train de vous en proposer d'ailleurs. Et il y a notamment un critique très célèbre qui est devenu cinéaste, Peter Bogdanovich, qui a écrit des livres majeurs qui sont des livres de grands entretiens avec les plus grands réalisateurs américains et qui a eu quelques entretiens avec lui et il explique que c'était un véritable enfer de le faire parler, que la plupart du temps il élaguait, il disait mais non, j'ai juste fait ce film comme ça, etc. Et on entend des enregistrements de lui, c'est très intéressant parce que de temps en temps il y a un temps mort et il dit oui, bon, peut-être que ça veut effectivement dire ça. Donc il y a vraiment cette volonté de ne pas trop en révéler et de ne pas se laisser aller à l'analyse du film. De l'autre côté, vous avez John Wayne. John Wayne qui donc râlait et disait qu'il en avait marre parce que son rôle servait à rien et son assistante lui dit mais c'est quand même très intéressant, le personnage de Donny Fun, c'est un personnage qui est très ambigu et il lui répond fuck ambiguity, j'emmerde l'ambiguïté ça me plaît pas, c'est ce qui nous mène vers la perversion, la corruption, etc. John Wayne, pareil, extrêmement carré. Donc on est face à un duo de personnages qui ne veut pas d'implicite, etc. En réalité, il y en a partout dans le film et c'est ça qui est intéressant. Mais John Ford, c'est un personnage qui veut la vérité des faits et qui, notamment durant la guerre, s'est rendu compte que la civilisation à laquelle il tient tant et qu'il défend de manière très humaniste dans son cinéma, cette civilisation ne peut pas exister sans les armes. Pour mettre fin à la barbarie, on doit faire la guerre. Et c'est quelque chose qui est clairement évoqué dans ce film-là. Les armes sont indispensables et la violence est indispensable. On se rendra d'ailleurs compte que l'échange entre Donny Fun et Stoddart devient un échange potentiellement d'amitié à partir du moment où Donny Fun va recevoir un point dans la figure de la part de Stoddart. Parce qu'il est impressionné par la violence, il se tient la mâchoire, mais il y a un sourire, il y a quelque chose, comme s'ils avaient trouvé un point de rencontre, d'une certaine manière. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, Donny Fun est toujours un double de Valence. Vous remarquerez d'ailleurs le motif, il tire dans le pot de peinture exactement comme Valence tirera ensuite dans la gourde au-dessus. Donc il y a vraiment une même structure, si vous voulez. Cette ambiguïté, elle provient évidemment de la révélation d'un récit qui va venir contredire la légende à laquelle tout le monde souscrit. Elle provient par un retour du motif de la fumée que j'avais évoqué auparavant et qui est le moment où Tom, avant de faire la révélation de ce flashback, va souffler au visage la fumée de la cigarette qui va créer un fondu au gris qui va évidemment mettre en place quelque chose qui va contredire le manichéisme du récit officiel et à instaurer une zone grise. On remarquera d'ailleurs à quel point, une nouvelle fois, Tom, dans ce flashback, est associé à l'ombre, puisqu'il fait un raccord avec sa silhouette noire au début et à la fin de ce flashback. Ce flashback va rajouter donc une version perpendiculaire à la réalité et va complètement remettre en question tout ce qui a été cru par tout le monde. Il faut préciser quelque chose, c'est que dans la carrière de John Ford, on a déjà un film qui évoque cette question-là, de la vérité, c'est le massacre de Fort Apache en 1948, dans lequel le lieutenant-colonel Thursday, qui est joué par Henry Fonda, ivre de gloire dans la guerre contre les Indiens, va emmener toute sa garnison à un véritable massacre et va mourir sur le champ de bataille comme il l'a souhaité, mais au mépris de toutes les règles militaires. À la fin du film, pourtant, le capitaine, qui est joué par John Wayne, va taire ses manquements et contribuer à sa gloire pour s'inscrire dans la légende nationale. On voit bien ici une sorte de préparation à ce que sera, donc en 62, L'homme qui tue à Liberty Valance, où cette fois on va décider de révéler la vérité. Il n'en demeure pas moins que la presse préférera taire cette vérité en y préférant la légende. Cette ambivalence, on va la retrouver aussi dans ce troisième motif de la fumée, qui est celui de l'allumette tenue en suspens dans le train dans la séquence finale. Au moment où il a eu cette dernière phrase « Il est l'homme qui a tué Liberty Valance », on voit cette fumée qui vient faire une sorte de rappel justement de cette vérité qui a été tue et qui ajoute encore un sentiment d'ambivalence par rapport à toute la légende officielle. La question, ça va être de savoir qu'est-ce qu'il reste
à l'issue du film, à ce personnage. Et on voit chez Ali et chez lui une véritable amertume, une véritable tristesse. Pourtant, tous les progrès sont là, on va irriguer, ça va devenir un jardin, il y a de quoi être fier, sauf que si ça devient un jardin, vous vous rendrez compte que toute la végétation va noyer complètement ces cactus en fleurs qui n'auront plus la singularité qu'ils avaient. Et cette singularité, c'était évidemment Tom. Et on voit un personnage qui est condamné à rester dans la légende. Vous remarquez d'ailleurs au début qu'on le condamne à raconter. On dit « vous êtes là, c'est une histoire, c'est un sujet », les journalistes le harcèlent pour qu'ils disent qui est Tom Doniphan, dont personne d'ailleurs ne se souvient. Et on continuera à se souvenir de lui puisqu'on déchire l'histoire vraie. Et dans la dernière partie du film, dans les dernières secondes, on voit très clairement un homme qui demande à sa femme si elle aime encore celui pour lequel elle l'avait abandonné, et c'est le cas. Il y a ce désir de revenir là, elle dit « mon cœur est ici », donc on voit quelque chose qui est aussi de l'ordre d'une douleur. Et un dernier élément qui va être celui de la question de imprimer la légende. Quelle est la position de Ford par rapport à ça ? On a un peu trop vite interprété cette phrase en disant « mais c'est ce qu'a toujours fait John Ford, il a filmé la légende de l'Ouest, il a filmé l'histoire des États-Unis, et donc il est celui qui a imprimé la légende ». En fait, c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire que dans ce film, il ne cesse d'établir les faits et de contrebalancer la légende par rapport à la vérité. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que John Ford, dans ce film-là, nous rend lucides et nous rend témoins de ce qui est la légende et des aménagements qu'elle a avec la réalité. La dernière image, on dit qu'on va aller très vite et que ce symbole de la modernité qu'est le train va aller le plus vite possible pour l'homme qui a tué Liberty Valance. Et c'est une image qui est à la fois enthousiaste et d'une très grande mélancolie, puisqu'on voit avec quelle vitesse, justement, une nouvelle ère est en train de dévorer l'autre, qui reste dans l'ombre, qui reste dans l'anonymat, avec quelque chose d'assez tragique, parce que les véritables héros n'ont pas droit de citer, et on peut voir un reflet très net avec le regard qu'a Ford sur sa propre carrière, qui est en train de s'achever, et dans laquelle il a essayé de dire certains éléments de la vérité, de peindre aussi la légende, mais d'essayer d'aller voir tous les gens qui ont pu la composer. Merci de votre attention.